En 3 mois, j'avais ramené plus de CA qu'il avait fait en 2 ans. Tu sors d'un master à Dauphine, tu es supposé bien gagner ta vie. Au bout de 5 ans, je gagnais toujours rien ou presque. J'ai toujours su que j'y arriverais d'une manière ou d'une autre. Il y a un chiffre qui va synthétiser toute la qualité de ton travail de l'année. On n'est pas un restaurant étoilé, qu'on est un buffet à volonté. La performance médiane, c'est x10. Quand tu drops ton job à 1 million par an, que tu as 25 ans pour aller faire YC, que tu gagnes pas 10 balles. Hello Samuel et ravi de t'accueillir sur le podcast. Hello Nicolas, merci pour l'invitation. Génial. Le but du coup de notre échange, c'est vraiment de parler de toi qui tu es, Samuel, de qu'est-ce que tu as fait ton expérience entrepreneuriale et de zoomer sur Blas et peut-être des actus assez intéressantes en ce moment. Donc la première question que j'ai pour toi, Samuel, est-ce que tu peux te présenter, me dire un peu ton parcours, comme ça on débroussaille, qu'est-ce que tu as fait, où tu en es maintenant? Bien sûr, avec plaisir. Donc bonjour à tous, moi je suis Samuel Guez, j'ai 38 ans, j'ai une formation en finance à Dauphine. Ma passion première, c'était les marchés financiers, l'analyse fondamentale. Je suis donc sorti d'école et je suis passé à la Financière de l'Échiquier, qui est une société de gestion où j'étais analyste sur un fonds d'investissement qui s'appelle Agressor. Et mon job, c'était d'analyser des boîtes cotées qui, je pensais, avaient beaucoup de potentiel. J'ai beaucoup adoré ce métier, beaucoup aimé ce métier. Et par la suite, un petit peu par hasard, j'ai rencontré un ami de la famille qui avait une boîte de bougies. Je me suis proposé de l'aider à développer un petit peu. J'ai vu que rapidement, j'ai su créer de la valeur, puisqu'en 3 mois, j'avais ramené plus de CA qu'il avait fait en 2 ans. Et donc, je me suis dit, bon, il n'y a pas de job tout de suite. J'habite déjà dans une chambre de bonne, 6e sans ascenseur. Classique. J'ai pas grand-chose à perdre. Je mange déjà des pâtes et des plats picards à 2 euros. Donc, allons-y. Et donc, je me suis lancé un petit peu par hasard dans l'entrepreneuriat comme ça. De fil en aiguille, on pourra en reparler après si tu veux, mais j'ai fait une 2e boîte dans la bougie que j'ai vendue, puis une 3e qui s'appelait My Jolly Candle, où là, on était élevé quasiment 10 millions d'euros. J'avais une équipe de 50 personnes. On avait un gros Shopify. On faisait 10 millions de CA en année 3. Ok. Puis après, j'ai ouvert une dizaine de boutiques en France. Et c'est une boîte que j'ai cédée elle aussi en 2021, si je dis pas de bêtises. Et j'ai lancé Blast, donc avec Anthony, en 2022. Ok, génial. Pour revenir un peu sur le début de ton parcours, donc tu as commencé à entreprendre, pour moi, où l'entrepreneuriat n'était pas autant médiatisé qu'aujourd'hui. Et vu que tu as fait Dauphine, et j'ai moi aussi fait Dauphine, et on a fait le même master, on discutait en off tout à l'heure. Moi, quand j'ai fait Dauphine, la plupart des gens de ma promo, c'était IB conseil, ou très peu conseil, mais plutôt IB, et j'étais un des seuls à entreprendre. Et je pense qu'à mon époque, en 2023, quand j'ai grade, on devait être un peu plus à faire l'entrepreneuriat que toi, quand tu m'as dit que tu avais grade en 2008-2010. C'était comment de pas faire de l'IB vis-à-vis de tes proches, parce que tu étais encore proche de tes potes de promo, c'était comment d'entreprendre alors qu'eux, ils prenaient déjà des gros salaires en IB? Bah, c'était un petit peu le seul revers de la médaille, c'est-à-dire que normalement, effectivement, tu sors d'un master à Dauphine, tu es supposé bien gagner ta vie. Moi, ça n'a pas été le cas pendant longtemps, hein, puisque je pense que j'ai dû faire bien 2 ans ou 3 ans sans revenu. Après, j'ai fait 2 ans de RSA, donc ouais, au bout de 5 ans, je gagnais toujours rien ou presque. Bah, quand mes potes, même si ça faisait 5 ans que tu étais chez EY en audit, tu commençais à gagner correctement ta vie. Donc, c'était le seul côté, on va dire, peut-être un peu plus, ouais, très différenciant par rapport aux autres. Maintenant, je pense plutôt que les autres m'enviaient parce que j'allais travailler en short basket et un truc qui me passionnait, quand eux, ils étaient déjà dans le costume Zara serré jusqu'en haut. Mais malgré que j'ai pas eu d'argent du tout jusqu'à tard, très tard, ça reste des années de vie et des années d'entrepreneuriat sur lesquelles je garde des souvenirs incroyables. J'ai que des bons souvenirs de ces années à galérer, où je me rappelle mon premier commercial, je lui disais, bon, bah, on est le 25 du mois, si t'as pas vendu d'ici le 30, je peux pas te payer, donc à toi de jouer. Et j'ai piloté ma boîte comme ça pendant longtemps, à aller de paycheck to paycheck, quoi. Fallait juste trouver l'argent pour réussir à payer les charges. Ok. Et pendant tes 5 premières années un peu plus difficiles, t'as jamais eu des moments où tu t'es dit c'est bon, là je peux plus tenir, let's go, on retourne en finance classique? Non, jamais. Jamais parce que, si tu veux, bizarrement, j'ai toujours su que j'y arriverais d'une manière ou d'une autre. J'ai Ok. toujours eu vraiment confiance en moi. Et dans ces 5 années, il y a eu des pivots. Donc, j'ai eu une première marque où c'était que du wholesale. Donc, on vendait nos bougies à des revendeurs. On a eu aussi de la croissance puisque je suis arrivé, ils faisaient genre 50 000 euros de chiffre. 2, 3 ans après, on faisait 600 000. On était dans 500 points de vente dans le monde. On était aux galeries, on était au Printemps, on était chez Colette, on était chez Bims au Japon.
chez Selfridge Joe UK. Enfin, on avait des vrais beaux points de vente qui témoignaient que on avait appris des Un peu de choses, traction, ouais. on y arrivait, et c'est pas que je pouvais pas me payer, c'est que je faisais le choix de réinvestir dans Ok. le prochain salon professionnel pour aller chercher du CA additionnel. Donc j'avais quand même beaucoup de marqueurs qui démontraient que je progressais. Et donc du coup, au bout de cette troisième année, j'ai vu que ça allait être très difficile pour plein de raisons d'aller au-dessus des 600K. Et donc j'ai pivoté et j'ai lancé une autre boîte qui là, pareil, dès la deuxième année d'activité, refait 600K de CA. Et là, je commence à me payer. Et donc, je vois que j'ai touché quelque chose de mieux, qui va plus vite, qui génère plus de marge, sur lequel j'ai plus de personnes. Donc, j'ai encore compris quelque chose et ça a progressé. Et même là, si je gagne peu ma vie, je repivote et je lance une autre boîte où là, j'ai la conviction que j'ai réglé un grand nombre de problèmes que j'ai rencontrés sur les deux premières. Et là, j'ai une super traction puisque année 3, bootstrappé, donc avec zéro levée de fonds, on fait 10 millions d'euros de CA. Toi, année 2, on fait 5 millions, on est 3. Donc, j'ai le sentiment quand même que j'ai trouvé, je me suis amélioré à chaque fois. Donc, j'ai eu la chance de jamais vraiment stagner. Donc, je me suis jamais dit, je vais jamais y arriver. Il y avait toujours une progression mois après mois, année après année. Donc, c'est beaucoup plus facile de tenir et de pas remettre en question ce genre de choses, quoi. Ok, je vois. Même si tu te versais peu au début, pas voire peu après, tu savais que tu étais en contrôle parce qu'il y avait de l'attraction, ça montait, tu savais que tôt ou tard, les revenus allaient être en corrélation avec en vrai, la valeur fournie. Bah, j'ai jamais, en fait, j'ai toujours voulu gagner beaucoup d'argent. Euh, et je trouve que l'entrepreneuriat est très très proche de la gestion d'un fonds en ce sens. Pourquoi? Parce que je trouve que quand tu es gérant de fonds, tu as beau dire tout ce que tu veux, à la fin de l'année, on va regarder c'est quoi ta perf par rapport à ton benchmark, par rapport à tes peers. T'es au-dessus de l'indice, t'es pas au-dessus de l'indice. T'es classé combien? C'est Il n'y a quoi pas ton de alpha, ouais. discussion. Il y a un chiffre qui va synthétiser toute la qualité de ton travail de l'année. Et ben en entrepreneuriat, c'est pareil. À peu de choses près, ça va être combien tu vas vendre ta boîte, quelle va être la valeur de ta boîte quand tu vas la vendre ou quand tu vas lever. Et en vrai, tu as beau dire tout ce que tu veux, à la fin de la journée, la qualité de ton travail et de ton exécution, elle est synthétisée dans un chiffre. Et donc, j'ai toujours voulu gagner beaucoup d'argent, non pas pour ce qu'on en fait, parce que je suis pas matérialiste, mais plus pour le challenge que ça représente et me dire, tiens, j'ai fait une boîte à 100 millions, bah, je suis un entrepreneur pas dégueu en France. Et donc, ça a toujours été pour la médaille, pour la coupe, pour le challenge. Euh, ouais, voilà ce que je peux dire là-dessus. Ok, je vois. Ouais, l'enjeu de la performance, se challenger, pousser, pousser, pousser. Mais du coup, bah, là, je voulais vraiment comprendre en détail ton parcours un peu entrepreneurial, d'où tu es parti et où tu en es. Maintenant, est-ce que tu peux me parler un peu plus de Blast? C'est quoi ton rôle? Parce qu'on voit beaucoup plus Anthony qui est qui est davantage médiatisé que toi, qui va être mon associé. Est-ce que tu peux me parler rapidement? C'est quoi Blast? Plus, c'est quoi ton rôle? C'est quoi le rôle d'Anthony? Comment vous chapeautez l'activité tous les deux? Bien sûr. Alors, Blast, qu'est-ce que c'est? C'est un club d'investissement privé qui permet à ses membres d'investir dans ce que Anthony et notre équipe dorénavant jugent être les meilleures startups de l'écosystème. Et donc, on propose chaque année à nos membres d'investir dans une trentaine de levées de fonds dans lesquelles Anthony et moi-même investissons. Ça, c'est la partie investissement. Et après, il y a toute une dimension club, puisque pour rejoindre le club, il faut payer une adhésion, où là, on fait 4 événements par an dans 15 villes de France. Ok. On a 200 heures de contenu de formation sur l'investissement au global et aussi l'investissement en start-up. On a un annuaire, on a un Discord privé. Il y a beaucoup de business et de réseau qui se fait au sein du club. On a d'ailleurs quasiment 70% de nos membres qui sont des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. Tu vois. Ok. Donc, il y a une dimension réseau forte. Donc, voilà ce que c'est le club. Pour t'expliquer un petit peu la répartition des tâches entre Anthony et moi, déjà, je suis beaucoup moins médiatisé pour la simple et bonne raison qu'il est bien meilleur que moi pour prendre la parole en public et pour prendre la lumière. C'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement et c'est quelque chose dans lequel il excelle et pas moi. Et c'est pour ça qu'aussi l'association se fait bien, c'est qu'il a des qualités que j'ai pas et inversement. Anthony et moi, on s'est rencontrés puisque lui, il avait investi dans ma précédente boîte. Donc, Ok. il m'a vu bosser, il m'a vu au board de ma boîte. On s'est trouvé assez complémentaires parce que lui, il est très instinctif, très marketing. Il sent les choses et il laisse la place à son instinct. Moi, je vais pas dire que j'ai pas d'instinct, pas de feeling, mais je suis plutôt quelqu'un de très pragmatique, très analytique, très cartésien. Ok. Et donc avant Blast, il faisait déjà un petit Blast parce qu'il avait beaucoup de réseaux, vu qu'il avait levé déjà 35 millions. Et donc il recevait plein de tech de start-up. Quand il avait Et levé avec Feed ou c'est au tout début? avec Feed. Ok.
Avant Blast, il avait déjà levé beaucoup d'argent avec Feed, 35 millions, je crois. Et donc, il recevait beaucoup de decks de fondateurs de startups qui lui demandaient de l'aide pour lever ou pour l'accompagner dans sa levée. Et donc, comme ça, il fédérait autour de lui, allez, une cinquantaine, centaine d'entrepreneurs parisiens dont je faisais partie, et il nous proposait d'investir dans les startups que lui-même avait sélectionnées. Et comment on faisait ça? Lui, il recevait un deck, il avait un feeling sur le produit, sur le marché et surtout sur le fondateur. Après, la partie de business, il me l'envoyait. Moi, je torturais un peu le founder sur le BP et sur tous les chiffres. Et à la fin, je lui partageais mon avis. Parfois, on était d'accord sur les deux, on y allait ensemble. Parfois, on n'était pas toujours d'accord, donc on y allait séparément. Mais comme ça, on a fait une quinzaine de co-invest. Ok. Et donc, on s'est trouvés très complémentaires. Et le fait de lancer Blast est arrivé assez naturellement au final, puisque c'était l'extension de ce qu'on faisait déjà un petit peu en mode artisan. Et donc, aujourd'hui, la répartition des tâches, moi, aujourd'hui, je suis plus... on va dire que je supervise à la fois l'équipe relations investisseurs, finance, tech, et lui supervise plus toute la partie marketing. En somme, Anthony, il est en charge de faire rayonner le club. Il est en charge de ramener, on va dire, c'est le haut du funnel. Donc, il fait connaître le club grâce à son personal branding. Et puis, il est au comité d'investissement naturellement, puisqu'il a investi dans 50 boîtes et il a un super instinct. Et donc, il vote au même titre que moi au comité d'investissement pour sélectionner les startups qu'on va proposer à nos membres. Et enfin, il va sans dire que c'est un excellent vendeur. Et donc, pour closer les startups à qui on parle et les convaincre de finalement nous accueillir en investisseurs, il parle à chacun des fondateurs, à la fois pour se faire un avis et à la fois pour convaincre que Blast est l'investisseur qu'il lui faut. Donc voilà comment on se répartit la tâche. Moi, je fais beaucoup plus la partie opérationnelle, stratégique. Je vais fixer les objectifs à 6, 12 mois, les objectifs intermédiaires, les assigner aux équipes, mettre les deadlines et superviser un petit peu le quotidien, on va dire, l'opérationnel. Ok, très clair. Et pour comprendre, comment ça se passe au niveau d'avoir un flow entrant de deck? Est-ce que c'est uniquement avec la marque de Anthony qui est très forte et du coup des boîtes qui sont intéressées pour lever, vous avez des decks qui rentrent. Aussi, il y a une partie un peu de chasse où il y avait des boîtes que vous voyez qui commencent à rayonner, qui ont un peu de traction ou autre, que vous allez aussi chasser. Comment ça se passe pour avoir, on va dire, les meilleures boîtes à étudier de votre côté? On a beaucoup de dossiers qui viennent grâce à Anthony, grâce à Blast qui fait son nom au fur et à mesure, mais c'est pas ceux-là les meilleurs et c'est rarement ceux-là qu'on finance. Ok. Faut pas se mentir, on a une équipe de 4 personnes en interne qu'on appelle VC Investors, qui sont des gens qu'on a recrutés, qui sont de l'écosystème et qui sont chargés de nous ramener les dossiers les plus bataillés, les dossiers les plus exclusifs. Et donc, même si ça représente cela peut-être que 30% du deal flow global qu'on va avoir, en vrai, 90% des dossiers qu'on finance proviennent de là. Il y a un chiffre qu'on suit de très près depuis le début de l'aventure, c'est ce qu'on va appeler notre taux de coverage. Ça veut dire que tous les mois, on va regarder dans la presse quelles sont les startups qui ont annoncé leur levée de fonds et qui sont dans notre scope. Donc, des boîtes qui font du site de la série A, des tickets de 1, 2 et jusqu'à 10 millions. Et on va regarder parmi toutes les startups qui ont révélé leur levée de fonds sur ce mois-ci, combien il y en a qu'on a reçu, dont on a reçu le deck dans notre boîte mail. Et donc, c'est un KPI sur lequel on change en continu et on n'est pas peu fiers. Voilà, on a commencé, on était à 35%. Aujourd'hui, 3 ans après, on est à 75%. Okay. C'est très bien. Je crois que c'est digne des meilleurs fonds de la place, mais ça suffit pas. On va chercher plus, toujours plus. Ok. Et concernant les boîtes que vous voulez cibler, est-ce que vous êtes plutôt généraliste ou vous aurez des thématiques sur lesquelles l'équipe, vous avez plus de compétences, donc vous allez un peu plus pousser là-dessus? Ouais, au niveau des secteurs, des types de boîtes, sur quoi vous allez plus vous diriger? Alors, j'aime bien dire qu'on n'est pas un restaurant étoilé, qu'on est un buffet à volonté. Je m'explique. Okay. C'est-à-dire que quand tu décides d'aller dans un restaurant étoilé, tu vas faire confiance à un chef pour te sortir ce que le chef juge est très bon. Il va mettre sa patte sur tout. Ça, c'est ce que je vais assimiler à un fonds d'investissement. Tu choisis pas vraiment ce que tu vas manger, tu fais confiance au gérant pour investir sur sur les boîtes. C'est pas toi qui choisis. Nous, c'est pas vraiment notre métier. Nous, on a un buffet à volonté dans le sens où tu viens chez Blast, on a un club d'investissement, on a 10 000 membres, on a des membres qui ont des aversions au risque qui sont différentes, on a des membres qui ont des appétences sur des secteurs qui sont différents, on a des membres qui ont des appétences sur des types de founders qui sont différents. Et donc, notre job, c'est de présenter un buffet où il y a suffisamment à manger, avec suffisamment de diversité pour que chaque personne qui a rejoint le club puisse manger à sa faim à la fin de la journée.
Et c'est ça notre job. Donc nous, le premier filtre, c'est qu'on soit convaincu que ce soit un bon dossier financièrement sur lequel on peut gagner notre vie. Et ensuite, le sujet, ça va être d'apporter suffisamment de variété sur tout ce que je viens de te citer, les secteurs, les maturités, les niveaux de risque, les origines des funders, pour à la fois être sûr de financer tous les dossiers qu'on présente et à la fois satisfaire le maximum de membres pour qu'à la fin de l'année, le membre ait pu manger à sa faim ou déployer le montant qu'il avait prévu d'investir sans faire aucun sacrifice et investir sur une boîte sur laquelle il n'aurait pas voulu. Ok, très clair. Et imaginons que pour une personne qui n'est pas au Blast Club, comment ça se passe le processus d'inscription plus le moment où elle veut mettre un ticket? Est-ce qu'il y a certaines périodes de l'année où ça se passe? Ouais. Une personne qui souhaite rejoindre le Blast Club, pardon, comment ça se passe le processus pour investir? Bien sûr. Si tu veux, on a de la chance, on est très demandé, donc on a une liste d'attente pour rejoindre le club. Si tu veux, nous, on a investi quasiment 200 millions d'euros en 3 ans. Cette année, on va investir plus de 100 millions. Si j'avais voulu investir 100 millions année 1, on aurait pu le faire. On avait 50 000 personnes sur la liste d'attente. On n'a pas du tout laissé rentrer tout le monde. Parce que le jeu, c'est quoi? C'est d'être capable d'apporter la meilleure qualité de service. Et donc, on a fait rentrer des membres au fur et à mesure qu'on était capable d'apporter des deals de qualité dans la quantité nécessaire. Donc aujourd'hui, on est 10 000 membres, mais on a encore beaucoup de monde sur la liste d'attente. Et donc, il faut s'inscrire sur la liste d'attente. Et il y a 2 manières de rentrer. Soit il y a une fois par an, on ouvre les portes du club pendant quelques minutes parce qu'on a 2000 places ou 3000 places qu'on va ouvrir. Ça dépend des réadhérents de l'année dernière et du deal flow qu'on a. Soit sinon, il y a des comités qui ont lieu une fois par mois où on s'inscrit sur la liste d'attente, on raconte un petit peu, il y a une espèce de lettre de motivation sur pourquoi on veut rejoindre le club, c'est quoi mes secteurs d'investissement de prédilection, on va dire, est-ce que je suis novice, est-ce que je suis plutôt expert en investissement. Et à la suite de ça, il y a nos relations investisseurs qui prennent contact avec le prospect. Là, il y a un échange qui dure une trentaine de minutes. Et à la suite de ça, les relations investisseurs nous présentent les membres lors d'un comité qu'ils souhaitent voir rejoindre le club. Et comme ça, on laisse rentrer une poignée de monde tous les mois. Ok. Et concernant les montants investissables, ça va de combien à combien? Alors, nous, la particularité, c'est que tu peux investir dans les startups à partir de 1 000 euros. Ok. En fonction du niveau d'adhésion qui va de bronze à diamond, donc tu as bronze, silver, gold, platinum, diamond, il y a plein de perks qui vont changer en fonction du niveau d'adhésion parce qu'on est un club, donc typiquement, si tu es platinum ou diamond, il y a 2 dîners par an, cercle super privé, il y a 20 personnes, bien souvent des top entrepreneurs, il y a Anthony qui vient, il y a des founders de licorne qui sont là, on fait ça dans un lieu incroyable, ça fait beaucoup de réseaux. Et puis, tu as les bronzes, pour le coup, eux, ils n'ont pas ces dîners cercle privé, mais ils ont accès à, je crois, 3 events par an dans 15 villes de France. Tu as toutes les vidéos de formation et tout ce dont je t'ai parlé. Donc ça, c'est pour la partie club qui varie déjà en contenu en fonction des niveaux d'adhésion. Après, ça varie aussi en fonction du montant maximum que tu peux investir chaque année. Okay. Donc un bronze pourra investir maximum 10 000 euros par an, quand un diamond, lui, sera illimité. Ok, et imaginons pour un bronze, c'est 10 000 euros par an, mais par deal, est-ce qu'il y a aussi 10 000 euros par an et un deal c'est 10 000 euros, donc tu peux faire qu'un deal? Comment ça se passe entre par an et du coup par deal? Là aussi, on aurait pu dire c'est 10 000 euros par an, tu fais ce que tu veux, tu veux mettre 10 000, tu mets 10 000 sur un deal. Sauf qu'on sait qu'on a quand même une responsabilité dans l'éducation financière et que c'est une classe d'actifs qui est risquée. Et donc, même si on rabâche que c'est une classe d'actifs qui est risquée, qu'il faut mettre de l'argent que qu'on est prêt à perdre, qu'il y a des boîtes qui vont mourir, c'est certain, c'est le jeu de la classe d'actifs, on a quand même contraint les membres à ne pas pouvoir tout investir d'un coup. C'est pour ça que quand on est bronze, par exemple, c'est 10 000 euros par an et maximum 2 000 euros par dossier. Si on est silver, si je dis pas de bêtises, c'est 30 000 euros par an, maximum 5 000 euros par dossier. Parce qu'on veut contraindre à la diversification. Ok, très clair. Et je pense qu'on est assez au clair sur les grandes lignes de Blast Club. Et il y a une actu, aujourd'hui, Anthony a diffusé sur ses différents réseaux sociaux une annonce avec Blast X YC. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça va permettre de faire aux membres? Du coup, peut-être commencer par expliquer ce que c'est YC. YC, c'est le Y Combinator. Le Y Combinator, c'est un incubateur de start-up. Incubateur de start-up, c'est-à-dire que la boîte va rejoindre le programme pendant 3 mois, pendant laquelle elle va être coachée pour développer son produit et générer de l'attraction et lever des fonds dans les meilleures conditions. Pourquoi c'est incroyable le Y Combinator? Pour plusieurs raisons.
La première, c'est parce que c'est une fabrique à licorne. Il n'y a pas d'incubateur qui a un plus gros taux de licorne au monde. Il y a déjà plus de 100 licornes qui sont sorties du Y Combinator. Il y a évidemment Airbnb, Reddit, Coinbase, Instacart et j'en passe. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. La particularité du Y Combinator, c'est qu'il y a un taux d'acceptation qui est inférieur à 1% et que les coachs, donc le programme d'accompagnement, c'est des vrais stars de la Silicon Valley. Le dernier président, il y a encore quelques années, de Y Combinator, c'était Sam Altman de OpenAI. Tu as le founder de Airbnb qui vient t'accompagner. Tu vas avoir le founder de Stripe qui va te faire une conférence. Tu as des programmes one-to-one aussi avec ces mecs-là qui t'accompagnent et qui te recommandent. Et puis en plus, tu as tous les derniers outils, tous les derniers produits de la tech encore très niche que tous les alumni de YC se partagent entre eux. Et donc, ce programme d'accélération qui dure uniquement 3 mois a des performances financières qui sont incroyables pour tous ces investisseurs. Parce que je l'ai dit, il y a un taux de licorne qui sort qui est incroyable. C'est 6% des boîtes qui sortent du Y Combinator deviennent des licornes. Parmi celles-là, 12% deviennent des décacornes. Des cacornes, on n'en a qu'une, c'est Mistral, c'est sorti très récemment en France. Et 12% sont des décacornes parmi celles qui sont des licornes. Et donc ça, c'est très rare. C'est des stats qui sont incroyables. Et donc, c'est quasiment impossible, même pour un professionnel, d'investir dans les startups du Y Combinator. Tu as 2-3 fonds connus aux US qui permettent de le faire. C'est des tickets de 2,5 millions, 3 millions minimum. Et nous, avec Blast, dans notre quête continue, sur notre promesse de permettre à tout le monde d'investir dans les startups les plus exclusives de l'écosystème, quoi de plus fou que de les faire investir au cœur même de la Silicon Valley au sein du Y Combinator. C'est ce qu'on a fait. Et donc, depuis déjà 2 batchs, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est 4 promotions de 100 startups par an au Y Combinator. Depuis déjà 2 batchs, on investit dans des startups du Y Combinator et on vient d'annoncer ce matin cette grande nouveauté qui est assez folle en vrai, que ce soit pour un investisseur aguerri ou tout nouveau. En vrai, en France, en Europe, voire même dans le monde, je ne crois pas que ce soit possible d'investir dans YC moins d'1 million. Quoi. Exact. Pour rebondir un peu sur YC, moi j'ai un ami qui a fait YC avec une startup. Il me disait que déjà il avait candidaté 2 fois. La première fois il a été rejeté. Deuxième fois il avait compris la mécanique, il a été accepté. Que les entretiens très durs, parfois ils posent des questions très sèches, très rapides et pas de place à l'hésitation. Et aussi quand il a fait YC, il me disait que vraiment le process des 3 mois c'est très militaire. Et vraiment, ça s'enchaîne. Et les coachs, comme tu disais, lui, il avait l'ancien CEO de Twitch, qui est Michael Siebel, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et que c'était vraiment militaire. Et qu'après, ils avaient un plan d'action hyper clair pour lever des fonds avec les meilleurs fonds, etc. Et que limite, ils mettaient sur le bas-côté tous les fonds qui n'étaient pas très intéressants pour eux. Mais bref, il disait que c'était vraiment chirurgical, militaire, et que c'était un peu l'approche YC qui permettait de faire des belles boîtes. Non, mais la levée de fonds, je peux t'en parler. C'est assez fou ce qui se passe. C'est-à-dire que peut-être un chiffre avant. Un chiffre qui nous a vraiment convaincus de la pertinence. C'est-à-dire que YC a fait cette analyse et ils ont regardé tous les investisseurs qui avaient investi minimum dans 10 startups par promotion pendant 8 promotions consécutives. Donc, c'est des gens qui investissent sur un gros nombre de startups à chaque fois et pendant une durée importante. Parmi ceux-là, la performance médiane, c'est x10 sur 10 ans. Donc, c'est des chiffres astronomiques, complètement déraisonnables. Le meilleur d'entre eux, il est à x17 et le pire, il est à x5. Donc, en fait, le jeu d'OSI, c'est d'investir suffisamment souvent sur un échantillon suffisamment large pour ne pas louper le prochain Airbnb, le prochain Stripe, le prochain Reddit, sur laquelle tu feras probablement x500, x1000. Et même si 8 startups sur 10 meurent, si tu n'as pas loupé cela, ton return, il est fait. Donc, tout le monde en veut. Et comment ça se passe? Ce que j'ai découvert, c'est que quand il y a une startup ou un founder qui est incubé dans le programme YC, le jour où il dit sur LinkedIn, cher réseau, je vous annonce que je viens de rejoindre le batch Fall 2025, dans les 24 heures, il reçoit minimum 50-100 mails d'investisseurs qui lui disent please take my money. Ça, c'est ce que je vais appeler le peloton. Si tu es dans le peloton, déjà, tu peux même pas investir ou tu auras des conditions pas bonnes. Donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver avant le peloton et de réussir à se faire sa place dans la cap table à un bon prix et avant ces gens-là. Donc ça, c'est le plus fou. C'est-à-dire quand tu fais YC, lever, c'est pas un sujet. C'est ce que tu vas lever vite, avec qui, sur quel vallon.
Deuxième chose qui était très contre-intuitive et qu'on a découvert au fil de toutes nos rencontres avec Anthony sur place, c'est qu'un founder, c'est pas rare que le mardi matin, tu prends le call avec lui à 8 heures. Bien souvent pour nous, c'est au milieu de la nuit, mais tu prends le call avec lui à 8 heures du matin. Tu commites sur place, je te dis n'importe quoi, 200K sur une valo à 20 millions. Et en fait, 48 heures après, il prend son dernier ticket de 100K sur une valo à 60 ou 70 millions. C'est-à-dire que dans une levée de fonds qui va durer 48 heures, il peut y avoir un écart de valo qui va du simple au triple. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France. C'est quelque chose qui est vraiment fou. Et il y a même un autre truc qu'on connaît moins aussi qui s'appelle le MFN, Most Favorable Nation. C'est-à-dire que tu ne sais pas à quel valo tu commites. Tu dis, je veux en être, voilà mon ticket et ce sera aux meilleures conditions possibles. Ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup. Mais c'est l'écosystème qui existe chez YC. Ok. Et vous, comment Blast Club, vous arrivez à accéder à ces deals? Parce que, comme tu viens de le dire, c'est très difficile d'accéder à ces boîtes où tu as des conditions qui sont vraiment pas bonnes, ou la meilleure condition, c'est t'investis en tant que BA dans une boîte avant qu'elle fasse YC, tu as de la chance, elle fait YC, mais bref, c'est hyper anecdotique. Du coup, vous, comment avec Blast, vous arrivez à avoir accès à ces boîtes-là qui sont hors de portée pour la plupart? Je ne vendrai pas la secret sauce aujourd'hui, mais je vais quand même essayer de répondre parce que c'était. D'abord, on avait la conviction que YC, c'était, tu vois, l'aboutissement de la promesse de Blast proposée à tous d'investir dans les startups les plus exclusives de l'écosystème. C'est la crème de la crème. C'est l'incubateur le plus fou de la Silicon Valley. Tu vois, il n'y a pas plus fou. Une fois qu'on a eu cette conviction, on a travaillé pendant plusieurs mois, presque un an, pour se dire comment on fait notre accès. Donc, on avait plein de pistes. On avait des pistes pour co-investir avec des fonds dans le fond et ensuite co-investir en SPV. On avait des pistes pour racheter des boîtes qui investissent déjà là-bas, qui ont leur accès. Et on avait d'autres pistes aussi avec du réseau qu'on avait sur place. Au final, de fil en aiguille, on a su, avec les différentes rencontres qu'on a fait avec Anthony sur place, se mapper un réseau qui fait qu'aujourd'hui, on est très bien connecté et on arrive à parler très tôt aux fondateurs qui sont incubés et à les convaincre d'accepter Blast dans leur cap table pour qu'on participe à leur levée de fonds. Ok. Je peux pas en dire beaucoup plus. Ça marche. Et comment ça se passe au niveau des boîtes? Est-ce que c'est plutôt des boîtes, on va dire des Français, voire francophones, qui ont fait YC, c'est plutôt eux que vous allez avoir, ou c'est vraiment des boîtes internationales? Ça peut être, je sais pas, une équipe américaine, une équipe indienne, une équipe, bref, un autre pays. Non, c'est rarement des Français, très honnêtement, c'est beaucoup plus des Américains. Ok. Et tu rencontres des profils comme tu rencontres rarement en France. Dans le dernier batch, je parlais à un mec qui avait 25 ans, qui avait lâché son job de quant chez Citadel, sur lequel il était payé $1 million plus par an, ouais. Et qui dit, je vais build ça, je pense que je suis un des 5 seuls mecs à pouvoir le build, donc je vais le build. Ok. Quand il dit 5 seuls mecs, il parle au monde, tu vois. Donc, t'as des profils vraiment, quand tu drops ton job à 1 million par an, que t'as 25 ans pour aller faire YC et que tu gagnes pas 10 balles, tu dis le mec est déterminé quand même. Et puis, quand chez Citadel, faut quand même être équipé intellectuellement. Tu vois, t'as pas juste travaillé dur. Donc, évidemment, le mec avait un projet sur la partie finance trading, mais tu as des vrais gros profils. Et oui, la majorité sont des Américains. Après, il y a effectivement d'autres nationalités, pas mal d'Indiens aussi. Et au niveau des types de boîtes, est-ce que c'est comme Blast avec l'image que tu me faisais, buffet à volonté, ou là, ça va être plutôt sectorisé? Comment ça va se passer l'accès aux boîtes YC via Blast, du coup? Ça sera tout secteur ce sera comment? C'est tout secteur, c'est toujours pareil, c'est en fonction de nos convictions. Naturellement, en ce moment, il y a beaucoup d'IA, ouais. donc on n'y déroge pas. Mais là, par exemple, on a proposé sur le club une boîte qui s'appelle YouLearn, parce que réviser ses cours, c'est une corvée qui demande beaucoup d'heures de travail, évidemment, on le sait tous. Et YouLearn, il te propose un tuteur IA qui transforme automatiquement tes cours en fiches de révision, quiz interactif avec un petit chatbot disponible 24/24. Le résultat, l'apprentissage, la promesse, c'est qu'il est plus simple et personnalisé. Et en 3 mois, ils ont 150 000 étudiants actifs et déjà plusieurs millions de dollars de revenus annuels. C'est des projets où, quand tu as une telle traction, alors qu'il a lancé le produit il y a 3 mois, tu discutes pas longtemps. Tu as des convictions assez fortes. On a fait ERA aussi récemment, qui crée des animations vidéo professionnelles qui normalement prendraient des heures et des heures et des compétences super pointues sur After Effects. ERA, eux, avec ils ont une IA qui génère des animations pro
en quelques minutes à partir d'un simple prompt, tu vois. Voilà, je pourrais t'en citer d'autres, mais il y a un petit peu de tout, mais beaucoup d'IA en ce moment. Pas mal de robotique aussi, c'est Ouais. un sujet qui est assez cool. Et au niveau des valos, ça sera des valos plus élevés que, on va dire, Blast classique, ou ça va être quoi les tailles de, les valos de boîte Blast Club XYC? Alors, chez Blast, en fait, comment dire, on a des valos qui varient. Tu vois, on peut faire une boîte à une valo pré-money à 7 millions, comme on peut participer à un tour, une valo prêt à 100 millions. Donc, on n'a pas de taille, enfin, de valo spécifique. En revanche, chez YC, ce qui est sûr, c'est que c'est des boîtes qui sont pré-revenus ou qui ont un petit peu de revenus et que tu rentreras jamais à moins de 20 millions pré-money. Donc, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Une boîte en France qui serait pré-revenu, c'est difficile de payer plus de 6 ou 8 millions, la valo. Là-bas, c'est un peu inenvisageable de payer moins de 20. Ouais, j'imagine l'environnement startup et surtout VC aux US est totalement différent qu'en Europe. Et en plus, c'est YC. Du coup, tout ça, je pense, C'est amène les YC, valos à la hausse. tu as une boîte sur deux qui fait une série A déjà. Donc, tu fais une série A sur YC. Si tu n'es pas rentré au MFN, tu sais que tu vas aller déjà faire ton x2 x3. Donc, déjà, tu as une chance sur deux d'aller faire ton x2 x3. C'est inaccessible. Les mecs vont lever, c'est sûr. Les performances sont incroyables. Ils seraient fous de ne pas vendre ça plus cher parce que le marché en veut de toute façon. Ouais. Donc ouais, c'est plus cher, mais tu t'y retrouves tellement dans les returns qu'en vrai, c'est pas cher. Ouais, je vois. Bien sûr, avec cette optique, comme tu l'avais dit tout à l'heure, de diversification, une boîte sur deux, ça fait quand même 50%, mais toujours avec, j'imagine, l'esprit de diversification. Et du coup, ma question, c'est pour un membre qui veut investir sur YC, comment ça se passe d'un point de vue opérationnel pour investir sur des boîtes YC avec vous? C'est quoi le process? Comment ça se passe? C'est comme sur une startup Blast au global. Ok. C'est-à-dire que c'est comme sur une startup Blast. On va identifier des startups, on va les présenter, on va les proposer, et le membre est libre d'investir, enfin de placer une intention ou non. Si tu veux un projet, comment ça marche, je l'ai pas expliqué. Imagine demain on lève pour une boîte française 5 millions d'euros. Là, tu parles d'une Nous, boîte hors YC ou boîte non, je française te qui fait... parle hors YC, ouais, Ok. c'est ça. Juste le process d'investissement. Nous, on met une fiche projet en ligne où tu as le deck, le BP, une vidéo explicative des founders, une vidéo de pitch des founders, l'avis d'Anthony, l'avis d'un expert sectoriel, un gros récap analytique de la Team Blast sur pourquoi nous, on y va, découpé en 13 points qui sont toujours les mêmes. Après, il y a un live avec les fondateurs lors duquel les membres peuvent poser toutes les questions. Et les fondateurs sont présents pendant 15 jours sur Discord, là où aussi ils peuvent cuisiner, les membres peuvent cuisiner les fondateurs. Pendant ces 15 jours, tu poses ton intention d'investissement. Tu dis, j'aimerais investir 2000 euros. Si c'est un tour de 5 millions et qu'au bout des 5 jours, au bout de 2 semaines, pardon, il y a moins de 5 millions, alors tu seras servi l'intégralité de ton intention. Si le tour est sursouscrit, je te dis n'importe quoi, il y a eu 6 millions d'intentions pour 5 millions de disponibles, je vais pas te servir 2000, je vais te servir 1008. Mon calcul, il est approximatif, mais tu as compris que je vais te diluer un petit peu. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, très clair. Et comment ça se passe? Parce que, on va dire, Blast classique hors YC, donc c'est des boîtes en euros. En Europe, on investit en euros. Là, les boîtes YC, c'est des boîtes du coup qui lèvent en dollars. Pour les investisseurs YC, ils sont en euros. Comment ça se passait cette partie change euro-dollar? Est-ce que tu as plus d'infos sur ça? C'est pas très compliqué. On va collecter, convertir, envoyer les fonds. Et c'est vrai que nos membres et nous-mêmes, on prend le risque de change puisqu'on investit en dollars avec des euros. Ok. Et concernant la visibilité qu'ont les membres sur les investissements, j'imagine qu'une boîte Blast classique, une boîte Blast X ou YC, ça sera pareil. Est-ce que tu peux me dire, ouais, c'est quoi la visibilité qu'a un membre après investissement? C'est quoi les informations qu'il a? Alors, quand tu as des reportings qui sont trimestriels, qu'on continue d'améliorer en continu, on a même mis une note maintenant qui est sur 4 en fonction de sa tenue du BP, de son runway, combien de temps de cash il lui reste, est-ce qu'il tient ses objectifs, est-ce qu'il tient pas ses objectifs. Mais donc, tous les trimestres, il reçoit un reporting qui a été fait entre l'investment manager, on les appelle chez nous, qui suit la ligne et donc qui est présent à chacun des boards de l'entreprise, et le fondateur lui-même, et on crée ce reporting qu'on envoie systématiquement sur la plateforme Blast, et les membres sont notifiés par mail de la disponibilité des reportings qu'ils peuvent télécharger en PDF, sur lesquels ils peuvent accéder sur la plateforme, et d'ailleurs en plus sur le Discord privé, il y a un canal dédié à chacune des lignes sur lesquelles les membres ont investi, où ils peuvent échanger entre eux sur les évolutions de la boîte, et il y a aussi les fondateurs qui passent une tête de temps en temps quand on veut leur poser des questions. Ok, ça marche. Et dernier sujet, on va dire sur Blast XYC. Est-ce qu'il y a d'autres informations, on va dire, pertinentes que je t'ai pas posées dessus qui sont pour toi évidentes ou à témoigner vis-à-vis des gens qui nous écoutent?
À propos de YC, Ouais, bah Blast X YC, quoi. Blast XYC. Encore une fois, je précise, c'est pas un partenariat qu'on a Bien avec sûr, ouais. Y Combinator, c'est un moyen qu'on a trouvé nous de se faire un nom au sein de cet écosystème et de réussir à prendre contact avec les fondateurs et de les convaincre de nous laisser investir. Euh, c'est la nuance. Quelque chose qu'on n'a pas dit. Je suis pas un gars marketing, mais en vrai, je suis très très fier de pouvoir proposer cette opportunité à tous nos membres existants et à tous nos futurs membres, parce que c'est vraiment fou, je trouve, d'avoir accédé, de pouvoir accéder à ces opportunités de base. Et en plus, à partir de 1000 euros, vraiment. C'est-à-dire, on s'en parlait avec Anthony. Anthony, il avait réussi à investir en perso dans une boîte de YC. C'est-à-dire que même Anthony Bourbon, jury qui veut être mon associé, 500 000 personnes LinkedIn, avant qu'on travaille sur tout ce projet YC, il n'aurait pas pu investir chez YC. C'est pour dire à quel point c'est pas juste Madame Michu qui avait pas le droit, c'est même des gens très riches et très connectés ici en France et même aux US, c'était quelque chose de pas possible tellement c'est bataillé. Donc, et les multiples en parlent quand on dit que ceux qui ont investi dans 10 boîtes minimum sur 8 batchs consécutifs, ils font x10. Ah, c'est normal que ce soit bataillé. Donc voilà, juste rajouter qu'en vrai, c'est fou, on a travaillé dur et voilà, je suis trop content. Sachant en plus que j'imagine, Anthony, quand il a investi dans une boîte YC, le ticket qu'il a mis n'était pas de 1000 euros. Donc ça montre encore Oui, plus que c'est difficile, quoi. ouais, exactement. Et c'est bizarre en plus parce que chez YC, c'est peut-être même plus. Pour réussir à avoir sa place dans la cap table, c'est même plus facile de mettre 20 000 dollars que de mettre 500 000 dollars. Parce qu'en vrai, ce qu'ils veulent, l'argent, ils en ont. C'est une commodité, c'est la base. La question, c'est ils vont prendre l'argent de qui. Ouais, Tu veux, nous, on rentre dans des cap tables aux côtés de Michael Siebel, fondateur de Twitch. Tu as compris que quand il a le choix, il lui reste 200 000 LV entre founder de Twitch et Blast ou Anthony, il va pas réfléchir longtemps. Et exact, donc, c'est exact. là où c'est dur. C'est que tu as des vrais mecs très connus, très costauds, qui ont des vrais success stories entrepreneuriales qui sont sur la cap table à côté de nous. Et c'est pour ça que c'est dur de se faire une place. Ok. Et d'un point de vue, on va dire, investissement dans cette classe d'actifs, donc startup ou du venture capital, ça serait quoi la recommandation que tu mettrais sur une diversification pour un investisseur, bah, votre persona assez classique, une personne qui souhaite investir, qui a un peu d'épargne et qui souhaite le faire fructifier. Pour toi, ce serait quoi un bon nombre de boîtes à avoir en portefeuille, si tu peux dire Mmh. un range acceptable? Deux choses. Déjà, moi, je suis pas conseiller en gestion de patrimoine. Et je suis pas un bon exemple. J'ai été très longtemps très, très, très concentré. Ok, Et maintenant que j'ai une boîte qui tourne bien, je commence à diversifier. Mais c'est mon avis perso et c'est bien pas valable sûr. pour tous. Donc déjà, c'est mon avis. Euh, la deuxième chose, pour répondre à ta question directement, combien de boîtes il faut mettre dans l'idéal? Entre 5 et 10, c'est le minimum. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, quand on va présenter 10 startups, c'est à peu près certain qu'il y en a 5 qui vont mourir. Euh, et si on est, ouais, si on est très très bon, il y en a que 5 qui meurent. Si on fait comme le marché, il y en a 8 qui meurent. Il faut bien comprendre que cette classe d'actifs, c'est pas trouver que des boîtes qui vont marcher, c'est être capable de trouver les une ou deux boîtes sur 10 Qui vont tout dont casser. la performance va être telle qu'elle va faire largement plus que compenser la mort des 8 autres. C'est ça cette classe d'actifs. Et donc de n'investir que sur 3 boîtes, c'est vraiment concentrer son risque, parce que peut-être que si tu investis que sur les 3 et tu as la chance de tomber sur les 1 ou 2 sur 10 qui cartonnent, bah, tu vas faire un gros multiple, mais la proba, elle est mince. Elle est mince. Donc la reco, c'est quand même 5-10 minimum. Et puis pour répondre autrement à ta question, je vais quand même dire que je trouve que les startups, et notamment Blast, euh, c'est une classe d'actifs un peu comme le vin. C'est-à-dire qu'il ne viendrait pas à l'idée d'investir dans du vin si tu n'aimes pas le vin. Comme Yes. il ne viendrait pas à l'idée d'investir dans de l'art si tu n'aimes pas l'art. Tu vois, moi, j'ai des gens qui me disent, tiens, j'ai eu un héritage, je connais rien aux startups, j'aimerais bien me diversifier, qu'est-ce que tu penses? Je viens chez Blast. Je lui dis, mais tu as envie d'apprendre? Est-ce que tu connais l'environnement startup? Est-ce que tu as un projet entrepreneurial? Est-ce que tu as envie de comprendre? Si la réponse c'est non, c'est juste pour placer, je dis, bah, passe ton chemin. C'est une classe d'actifs, en vrai, qui est une classe d'actifs plaisir. Donc, je recommande Blast, moi, aux gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de se renseigner, qui ont envie de comprendre sur cet écosystème. Nous, tout ce qu'on fait, c'est rendre accessible à tous une classe d'actifs qui est normalement trop compliquée à comprendre. Tu investis en assurance vie, tu investis ton livret A, on va te dire, je vais te donner 2% par an, merci, au revoir, voilà les fees, fin de l'histoire. Le private equity, l'investissement en startup, c'est tellement plus complexe. Même le meilleur investisseur du monde, il va avoir raison
5 fois sur 10, 6 fois sur 10, peut-être pas beaucoup Ce qui plus. est Il n'y a énorme. personne qui arrête. C'est-à-dire, même si moi, c'est mon métier aujourd'hui, je suis convaincu que cette boîte, elle va cartonner, elle a qu'une chance sur deux d'y arriver. Donc, c'est aussi très subjectif et c'est pourquoi il faut aimer ça, il faut avoir envie de comprendre, il faut avoir envie de creuser. Donc, je dirais, à la fin, une fois qu'on s'est dit tout ça, en fonction de son patrimoine, de l'envie d'apprendre, de l'envie de creuser, et de son âge aussi, je dirais entre 5 et 20% de son patrimoine en startup, ça me paraît pas déconnant. Voilà. Ok, très clair. Et pour une boîte successful, comment ça se passe pour un investisseur, les événements de liquidité, de sortie? C'est à chaque levée de fonds? Ouais, comment ça se passe que l'investisseur il peut dire je veux pas sortir, je reste, ou c'est un peu forcé d'avoir un événement de liquidité? Comment ça se passe? Deux choses. Pour répondre à ta question directement, c'est une assemblée générale où les membres votent. Et si collectivement, il y a la majorité qui veut sortir, ça sort. Si ça veut pas sortir, ça sort pas. Mais en plus de ça, ce qu'on a fait nous, c'est une première. C'est uniquement accessible à nos membres. Ça s'appelle le Blast Market. Ok. Si tu veux, c'est une espèce de plateforme d'échange où les membres peuvent proposer à la vente et se racheter entre eux les titres de participation qu'ils ont acquis sur Blast. Donc, tu peux acheter du Weir, par exemple, qui est une startup qu'on a financée il y a 2 ans, qui marche très bien d'ailleurs et qui s'échange beaucoup sur le Blast Market. 1 an après, la boîte tient son BP, elle tient ses chiffres. On pense qu'elle va lever sur x3, x4 dans les 12 prochains mois. C'est ce qui se dit, ou en tout cas, c'est l'intention du founder. Et bah, toi, qui avais acheté à 1 euro, c'est le prix du SPV, et bah, tu peux dire, moi, je suis vendeur à 2 euros. Et il y a un nouveau membre qui est arrivé la semaine dernière qui dit, waouh, Weir, ça a l'air incroyable, je l'ai loupé au marché primaire, j'en veux. Et il va te l'acheter à 2 euros ou à 1,50 €. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est une plateforme où on présente ses offres, ses intentions d'achat, ses intentions de vente. C'est ouvert 1 semaine par mois et ça permet d'apporter de la liquidité sur un marché où habituellement, il fallait attendre 5 à 7 ans. Et on a déjà en 5 semaines, 5 millions d'euros de volume de vente et quasiment 3 millions d'euros de plus-value qui a été généré par nos membres. Ok. Bah, tout ça, en plus, vous, Blast, vous l'avez créé en mi-2022, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est ça, ça fait 3 ans. Ouais, en 3 ans, il y a eu beaucoup de montants investis par vos membres, plus d'avoir accès en si peu de temps à YC, c'est quand même une grosse évolution. Mais comme tu l'avais dit un peu, YC, c'est, on va dire, le Graal pour un fondeur qui veut faire des grosses levées de fonds qui n'est pas forcément bootstrap. YC, c'est un peu le Graal. Comment vous voyez, ou comment toi tu vois l'évolution de Blast Club dans les années à venir? Parce que là, vous avez fait le top du top avec YC. Comment vous pourriez faire différemment, mieux sur les années à venir? Si tu veux, l'ambition sur les années à venir, ça va être de continuer et surtout de continuer à déployer, de devenir vraiment un acteur incontournable du financement de start-up en France et plus globalement en Europe. Aujourd'hui, on est déjà le plus gros investisseur en start-up après la BPI. Tu vois, c'est 100 millions d'euros cette année, ça commence à être beaucoup d'argent. L'ambition, c'est de continuer à aller beaucoup plus loin. C'est 1 milliard investi sur les 5 prochaines années. Ok. À horizon 3-4 ans, il n'est pas impossible qu'on se tourne aussi vers l'étranger, notamment les US. On va voir comment YC se déroule, l'attraction qu'on peut avoir, les performances qui en sortent, mais on ne s'interdit pas de regarder outre-Atlantique à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, après, vas-y, je t'en prie, tu disais? Non, mais et voilà globalement. Et après, Anthony et moi, on a quand même beaucoup une approche aussi de feeling et du courant. Moi, c'est ma 4e boîte, Anthony aussi, je crois. Et on sait que aller contre-courant dans le business, c'est jamais bon. Et donc, on essaye aussi de sentir où est la vague, où va le vent et toujours prendre le courant quand il faut. On ne s'est pas trop trompé sur l'investissement startup, parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur les clubs d'investissement. Il y a eu beaucoup d'initiatives, beaucoup d'échecs aussi. On est ravis. Je pense qu'on n'y est pas pour rien. Mais voilà, on était là au bon moment quand il fallait. Ok. Et ouais, pour rebondir sur la question que je voulais te poser, c'est tu me parlais de se tourner davantage sur les US. Ce serait du coup un Blast Club version US ou sur lequel vous permettez aux Américains d'investir uniquement sur des boîtes US ou permettre à des francophones d'investir uniquement sur des boîtes US. Ouais, ça serait quoi cette vision? Je sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que on va déjà, sur nos 12 premiers mois d'activité en tant qu'investisseur YC, rentrer fort probablement dans le top 5 des investisseurs YC au monde. Tu vois, c'est pas rien sur une première année. Ce qui est sûr, c'est que dans les 3 prochaines années, on sera top 1 ou top 2. Ça va nous donner beaucoup de visibilité localement. Qu'est-ce qu'on en fera?
Ce qui est sûr, c'est quelque chose. Quoi exactement, je ne sais pas répondre. Ok, bah, pour toute personne qui est intéressée, je pense qu'il y aura toute la documentation et les liens en bio. Après, bah, comme tu l'as déjà dit aussi Samuel, c'est de l'investissement, tout investissement comporte des risques, notamment dans le venture capital. Mais bon, faut diversifier, il faut jouer sur un horizon de temps assez long, mais il y a quand même des risques et de l'investissement. Et ma dernière question, c'est où est-ce que toi on peut te suivre, toi Samuel? Est-ce que tu mets un peu de contenu sur tes réseaux ou pas du tout? Rien du tout. Même pas Rien du tout. LinkedIn? Je n'ai pas Instagram, je n'ai pas Facebook, je n'ai pas TikTok. Que LinkedIn? Et j'ai LinkedIn, mais Ok, je ne poste pas. ok, Voilà. Donc non, je travaille, j'ai pas de personal branding. Anthony fait ça pour nous deux et plus, et il fait ok. ça très bien. Donc je me concentre sur ce que je sais faire de mieux, c'est voilà, gérer la boîte, accompagner mon équipe. Génial. Bah écoute, merci beaucoup à toi Samuel de nous avoir partagé la vision, l'ambition Blast et ce que vous faites en ce moment avec permettre aux membres d'investir dans des boîtes YC. Merci à toi pour toutes ces informations. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation.